Une agression verbale, physique ou sexuelle subie par une femme, c'est toujours la somme de plusieurs injustices. Il y a évidemment l'injustice originelle, celle du coup au sens propre, le coup qui surprend, qui fait mal, qui humilie. Il y a ensuite et souvent l'injustice de n'avoir pu rendre ce coup, soit que l'on ait été trop sonné, soit que l'on n'en ait pas eu la force physique. Plus tard, il y a encore l'injustice de n'avoir pu raconter le récit de ce drame, de n'avoir eu ni la liberté pour le faire, ni les mots pour le dire. Il y a enfin la dernière injustice, celle de l'inadéquation entre l'attente que l'on met entre les mains de celui à qui l'on confie son malheur, celui qui est supposé avoir l'autorité légitime pour y remédier, pour le condamner, et la réponse effective qu'il y donne. Toute victime d'une agression, quelle qu'elle soit, s'expose à vivre l'ensemble de ces injustices. Lorsque j'ai connu Shaina, elle avait déjà été assassinée. Brûlée vive et laissée pour compte dans un vieux cabanon désaffecté de Creil, elle était supposément enceinte de son assassin. Elle venait d'avoir 15 ans. J'apprenais à l'occasion de ma première rencontre avec la famille que 2 ans auparavant, soit à l'âge de 13 ans, elle avait déposé une première plainte pour viol en réunion, que quelques mois plus tard, soit à l'âge de 14 ans, elle saisissait à nouveau la justice pour dénoncer des faits de violence. Particularité de cette trilogie infernale, les mises en cause n'étaient pas les mêmes, mais tous, accompagnés de la rumeur générale, avaient pointé l'abord facile que Shaina avait avec les garçons, oubliant qu'à 13, 14, puis 15 ans, il n'est pas si singulier de vouloir éprouver sa séduction. Je commençai donc par étudier la première affaire. C'est une chose de rentrer dans un dossier de viol sur mineur de 13 ans, c'en est une autre de le faire en connaissant d'ores et déjà sa fin tragique. Impossible, même si les affaires sont juridiquement distinctes, de ne pas tracer un lien entre elles, de ne pas se dire que si le traitement judiciaire de la première s'était déroulé autrement, si un mot prononcé par un enquêteur, si un silence soutenu par un autre l'avait été différemment, le cours des choses n'aurait pas été le même. Parmi toutes les injustices, celle qu'une victime redoute peut-être le plus lorsqu'elle ose frapper à la porte de la justice, c'est de n'être pas crue. Ce constat est systématique et n'échappe pas au bon sens. Les violences faites aux femmes se commettent dans leur grande majorité par des proches, dans des relations préétablies. Or, le plus souvent, avant que la main ne se lève pour porter le premier coup, des violences morales ont déjà eu le temps de s'installer, si bien qu'ayant vécu une plus ou moins longue période de dénigrement à laquelle elles se sont habituées, qui les ont convaincues du mépris qu'elles pouvaient susciter, les victimes ont une perception, un sens commun désormais parfaitement perturbé, et toutes finissent par se sentir responsables, si ce n'est complices, du crime qu'elles s'apprêtent à dénoncer. Pourquoi ne me suis-je pas plainte de la situation avant? Et pourquoi le ferais-je maintenant, puisque je ne l'ai pas fait plus tôt et que rien n'a changé? Ce que j'ai vécu vaut-il vraiment la peine d'être dénoncé? La qualité de l'écoute est alors essentielle. Vous avez probablement déjà vécu l'expérience. Un même propos, dit à 2 personnes différentes, ne le sera jamais de la même manière selon la qualité de l'attention que chacune des 2 vous portera. Face à une personne ouverte et attentive, votre propos sera libre, clair et développé. Face à une personne fermée et suspicieuse, en revanche, vous aurez un discours laborieux, clairsemé, pire, expéditif, comme quelque chose auquel plus aucune valeur ne saurait être accordée. C'est contre-intuitif, mais c'est toujours l'art de l'écoute qui précède celui du récit, non l'inverse. La médecin légiste qui examine Shaina le soir même du viol, après avoir constaté des lésions, ecchymoses et griffures sur son torse et ses cuisses, prend tout de même le soin d'indiquer en préambule de son rapport, je cite, « On ne perçoit pas d'affect, de tristesse, de honte ou de culpabilité. Shaina Hansi parle et se déshabille facilement. » L'enquêtrice devant laquelle Shaina dépose plainte ce même soir indique quant à elle sur son rapport, je cite,
Disons qu'au cours de l'audition, Shaina ne manifeste aucune émotion particulière. Étrange réflexion, sorte de didascalie apposée sur le discours de Shaina par d'autres qu'elle, et nous orientant irrémédiablement vers une certaine direction, celle de la suspicion et du mensonge. Notons qu'elle se déshabille facilement, qu'elle ne manifeste aucune émotion particulière. Alors quoi ? Shaina se serait déshabillée devant ses agresseurs avec cette même facilité. Elle aurait froidement fabriqué l'agression qu'elle prend pourtant la peine de dénoncer. Pourquoi ces auxiliaires de justice, supposément spécialisés dans le recueil de plaintes, n'ont pas pu accueillir le discours de Shaina tel qu'il se présentait à elle, avec ses fragilités peut-être, mais sans que cela ne vienne en invalider le contenu ? Pourquoi a-t-il fallu qu'elles y projettent leurs propres hypothèses et croyances, comme si le comportement de Shaina devait obéir à celui de la bonne victime, aux mœurs sans reproche ? Au moment où je pose ici ces interrogations, je dois vous confesser que j'ai moi-même, à la lecture des 3 dossiers, quelques questions honteuses qui m'ont traversé l'esprit. Qu'est-ce que Shaina avait-elle bien pu faire pour en arriver là ? Que cherchait-elle pour, à ce point, se mettre en danger ? Auxiliaires de justice, supposés se battre pour la vérité et contre l'injustice, nous avons toutes failli à la justesse d'analyse que requéraient nos fonctions. Pourquoi ? Parce que le patriarcat, que l'on commence pourtant à bien connaître, a été si profondément intériorisé par chacun et chacune de nous qu'il y a encore et toujours ce premier élan, reptilien, instinctif, qui limite notre perception et nous fait dire qu'une victime de violence ne peut être tout à fait étrangère au crime qu'elle dénonce. En musique, pour faire vivre la mélodie, autrement dit le discours musical, il ne suffit pas d'appuyer mécaniquement sur les touches d'un clavier. Il faut que chaque note, au moment où elle est jouée, tende déjà vers la suivante, qu'elle soit intensément habitée par cette volonté, par cette intention-là. En musique, l'inertie, l'automatisme et la raideur sont des attitudes funestes. Elles tuent le son. Et c'est au contraire le mouvement et sa permanence qui le raniment et le font vivre. Je n'ai pas de réponse satisfaisante à l'ensemble de ces interrogations, simplement une première ébauche. Et si nous nous risquions à sortir de nos croyances primitives pour tendre vers le récit de l'autre ? Et si nous acceptions de faire ce premier pas vers sa parole, ce premier mouvement, quitte à être ébranlés par le propos, peut-être que certaines de ces injustices seraient épargnées. Et si c'est le cas, il faudrait alors admettre que les violences faites aux femmes ne sont pas seulement une injustice spécialisée, une injustice du fait exclusif de celles et ceux qui font la justice, mais une injustice pionnière, indifférenciée, collective, à laquelle, le plus souvent à notre insu, nous participons tous. Une injustice qui précède à ce point toutes les autres, qui a imprégné à ce point notre façon d'être, de penser et d'agir, qu'elle est partout, commise indifféremment par tous. Une injustice à laquelle nous participons tous, donc, mais que nous pouvons par conséquent nous efforcer de combattre ensemble, en offrant une réponse non pas seulement pénale, non pas seulement judiciaire, mais sociétale, en éduquant sans cesse, en ne se lassant pas d'expliquer à chaque petite fille qu'elle est et restera son propre sujet, qu'aucun garçon ni demain aucun homme ne sera jamais le créancier ni de son corps, ni de son temps, ni de ses pensées. En parlant, en échangeant, en partageant les expériences afin d'informer et d'alerter celles qui ne voient ni ne comprennent encore. Surtout, plus que tout, en écoutant